Selon l'ONU, c'est au Soudan, l'un des plus vastes pays d'Afrique, que se déroule en ce moment la pire crise humanitaire du monde. Un conflit entre deux chefs de guerre dans un pays déchiré, notamment pour le contrôle de ressources très convoitées. Voici 3 infos pour comprendre. Première info, la guerre au Soudan est d'abord une bataille que se livrent ces deux chefs militaires, tous les deux accusés de crimes de guerre. L'un est le chef de l'armée régulière, l'autre dirige un groupe paramilitaire déjà accusé de nettoyage ethnique au Darfour il y a 20 ans. Ils s'étaient alliés en 2021 pour prendre le pouvoir après 30 ans de dictature au Soudan, mais ils ont très vite repris les armes. Aujourd'hui, c'est notre deuxième info. Les deux clans se disputent un territoire grand comme plus de 3 fois la France. En rouge, la zone contrôlée par l'armée régulière. En jaune, les paramilitaires. La ligne de front ne cesse de bouger, provoquant une gigantesque crise humanitaire. 13 millions de personnes déplacées selon l'ONU, 8 millions au bord de la famine. Selon les estimations, depuis 2 ans, la guerre au Soudan a fait au moins 150 000 morts. Une tragédie attisée par le contrôle de ressources. C'est notre 3e info. Dans le sous-sol, il y a de l'or, du pétrole. Et sur ces terres, récoltées sur les acacias, de la gomme arabique. Le Soudan en est le premier producteur mondial. Cet ingrédient, utilisé dans les sodas ou les confiseries, continue à être exporté dans le monde entier, contribuant à financer l'effort de guerre dans les deux camps. En début d'après-midi, tout le monde se presse dans ce quartier d'Omdurman, une gamelle à la main. Il est 15 heures précises. La cuisine du Cher Al-Amin commence à servir ses repas gratuits. Kamal Bachir vient ici tous les jours, sans exception. Si vous n'aviez pas cet endroit, qu'est-ce qui se passerait? J'aurais faim. J'aurais faim tout le temps. Cette cuisine sert chaque jour plusieurs milliers de repas. Dans la foule, la plupart des personnes sont des déplacés, comme cette femme qui a dû partir de chez elle à cause de la guerre. Là où j'étais, il n'y avait rien du tout. C'est seulement en arrivant ici que j'ai trouvé cette cuisine. Là-bas, il n'y avait plus de marché et puis on n'a pas d'argent, personne ne travaille. Ce système des cuisines communautaires s'est développé dans tout le pays. Il a permis à des centaines de milliers de personnes de survivre. Ce sont les bénévoles qui sont chargés de faire les provisions, parfois au péril de leur vie. Depuis le début de la guerre, 2 d'entre eux sont morts en allant chercher la nourriture. Cette soupe populaire est entièrement financée par un chef religieux, le Cher Al-Amin. Si cette guerre devait durer encore 10 ans, on continuerait à faire la même chose. Mais beaucoup d'autres cuisines dépendent directement de l'aide internationale. D'après les Nations Unies, 60% d'entre elles ont dû fermer depuis l'interruption brutale de l'aide américaine décidée par Donald Trump en janvier dernier. Il y avait 2 casseroles, une ici et l'autre là. Cette cuisine communautaire servait 200 repas par jour. Les aides américaines ont diminué, ça ne suffit plus pour couvrir tout ce qu'on faisait avant. On a dû réduire le nombre de cuisines. De quoi détériorer une situation déjà catastrophique au Soudan. Sur les 13 millions de personnes qui ont été déplacées, la moitié sont des enfants. Le Soudan est le seul pays au monde dont plusieurs régions sont officiellement en état de famine. Et la moitié de la population, dans ces zones en rouge, est en situation d'insécurité alimentaire. Dans tout l'État de Khartoum, le plus peuplé du Soudan, l'hôpital Al-Boulouk est le seul qui dispose encore d'une unité pédiatrique. C'est le département pour les enfants malnutris. Le docteur Ahmed Kolaji nous amène dans la salle pour les cas les plus critiques. Les enfants sont ici entre la vie et la mort. Ils souffrent de malnutrition aiguë sévère. C'est le cas du petit Amin, arrivé il y a 2 semaines. Comment va Amin? Quelles sont ses données vitales? Ça va, il se remet petit à petit. Il arrive à prendre du lait? Il était vraiment dans un état très critique. Ça va un peu mieux. Parfois, les enfants doivent rester 2 mois ici. Ces enfants sont extrêmement vulnérables. Il n'y a que 3 lits pour les cas les plus graves.
Dans la salle attenante, les enfants souffrent de malnutrition moins sévère, mais ont besoin d'être hospitalisés. Le département accueille parfois plus de 150 patients par jour. Il est sous-dimensionné. Parfois, on a jusqu'à 5 patients par lit. On n'a aucune capacité d'accueil. Avant, il n'y avait qu'une salle pour la malnutrition, c'est tout. Maintenant, on a tout un département. En fait, il faudrait qu'on construise une tour dans l'hôpital. Toute la souffrance sur le visage de ces mères qui n'arrivent pas à nourrir leurs enfants. Des victimes de la guerre. Un peu plus de 2 années de guerre. Voilà ce qu'il reste de Khartoum, la capitale du Soudan. Nous entrons dans ce centre-ville dévasté. C'est la première fois qu'une télévision française y parvient depuis le début de ce conflit. Aucun bâtiment n'est intact. Les rues sont désertées. Sarah Yeba nous sert de guide et d'interprète pendant notre mission. Cette jeune Soudanaise a quitté Khartoum pour s'installer en Égypte au tout début de la guerre. C'est l'école grecque. C'est le bâtiment de l'Union européenne. C'est là où je travaillais. C'est la première fois qu'elle retourne dans sa ville natale. Ça, c'était une rue tellement remplie qu'il y avait tout le temps des embouteillages. Ça fait vraiment bizarre de voir que c'est vide. Le palais présidentiel a lui aussi été complètement mis à sac. Le cœur du pouvoir soudanais. Le symbole d'un pays déchiqueté. Dans l'enceinte de l'aéroport international de Khartoum, sur la piste, une suite de carcasses d'avions pulvérisées. Le Soudan n'en a pas fini avec sa descente aux enfers. À 30 km au sud de Khartoum, le souk al-Libi est totalement ravagé. Ici, les combats viennent à peine de se terminer. L'armée régulière l'a emporté, les soldats en claquettes et avec leurs vieux fusils, paradent. Il y a eu des gros affrontements ici. Les paramilitaires avaient éteint de leur camp de base. Tout ce qu'ils avaient volé ailleurs, ils l'avaient ramené ici. En partant, nous croisons des soldats de l'armée régulière en train, ici, de charger un canapé sur une camionnette. Un autre soldat en train de transporter une climatisation. Au Soudan, la guerre sert à piller. Illustration à l'hôpital universitaire le plus ancien de Khartoum. Les gardiens avaient eux aussi quitté la ville à cause de la guerre. Ils viennent à peine de retrouver leur poste. C'est un paramilitaire. Je pense qu'il a été blessé et qu'il est venu mourir ici. À l'intérieur de l'hôpital, une odeur de mort. Un autre cadavre au milieu des débris. Ici, c'était la blanchisserie. Ici, la salle d'opération. Toutes les machines ont été dérobées. Tous les câbles arrachés. Abderrahman Ibrahim est le gardien de l'hôpital depuis 15 ans. Sur les 7 millions de personnes qui peuplaient la capitale soudanaise, beaucoup ont fui les combats. Mais des centaines de milliers sont restés prisonniers de cette guerre et de ses atrocités. Cet homme travaille pour les services de renseignement de l'armée. Il nous montre une des prisons utilisées par les paramilitaires au centre de Khartoum, quand ces derniers contrôlaient encore la ville. Ici, c'était la salle d'interrogatoire. Il affirme avoir été détenu ici pendant 2 mois.
C'est au sous-sol que les prisonniers étaient entassés par dizaines d'après lui, torturés. Ces câbles, ils s'en servaient pour nous électrocuter. Chaque jour, il y avait 10 morts qui sortaient d'ici, de faim ou de torture. Combien de personnes sont mortes depuis le début de cette guerre? 150 000 au bas mot. À quelques mètres de la prison, l'homme des services de renseignement nous amène sur ce terrain vague où de nombreux détenus ont été enterrés, nous dit-il. Ici, ils mettaient les morts de la prison qu'on vient de voir et d'un autre centre de torture, juste à côté. En périphérie de Khartoum, dans la commune d'Omdurman, l'hôpital Al-Nao est l'un des seuls qui n'a jamais cessé de fonctionner. Ici sont accueillis des victimes des deux camps, de l'armée et des paramilitaires. Nous suivons le directeur aux urgences. Ici, nous avons des patients. Venez voir. Bonjour. Comment allez-vous? Comment tu t'appelles? Il a été détenu par les paramilitaires pendant 6 mois. Il est arrivé blessé, comme vous pouvez le voir, avec une infection à la jambe et une fracture à l'avant-bras. Ce jeune homme a été fait prisonnier sans raison apparente d'après sa mère, alors qu'il était en train de travailler au souk. Il a passé 6 mois en enfer. Avant de le libérer, ces geôliers, les paramilitaires lui ont tiré dessus à plusieurs reprises. Juste à côté, cet homme a lui été victime des soldats de l'armée régulière. Et c'est l'armée qui t'a fait ça? Oui, je cachais de l'argent à la maison. J'ai refusé de le donner et ils m'ont tiré dessus. Ce sont des civils, pas des combattants. Si les soldats se battaient entre eux, on les laisserait se battre. Mais là, c'est une autre histoire. Le Soudan est le théâtre d'une violence inouïe. Le viol est pratiqué à grande échelle par les deux camps. Cette femme se trouvait à son domicile avec son mari et ses enfants quand 2 paramilitaires sont arrivés. Dès qu'ils ont sauté le mur, ils sont venus directement vers moi. Ils ont dit « on veut juste la femme ». Ils ont fait sortir mon mari. Ils lui ont dit qu'ils allaient le tuer aujourd'hui, que c'était son jour. Moi, 2 hommes m'ont violée. Quand le premier est sorti de la chambre, le deuxième est rentré. Ils ont jeté les enfants dehors. Ils pleuraient. Les paramilitaires ont fini par partir. Le mari, les enfants, tout le monde a survécu. La femme est traumatisée. J'ai des sursauts la nuit. Quand quelqu'un frappe à la porte, j'ai peur aussi. J'ai l'impression que c'est eux qui reviennent. Je fais des cauchemars. Beaucoup. Loin des regards, la souffrance du peuple soudanais. Le résultat d'une guerre sans limite, à huis clos.